Bonsoir et heureux de vous retrouver à nouveau dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Ce lundi, nous allons évoquer la situation au Mali avec cette nouvelle attaque terroriste qui a coûté la vie à une cinquantaine de soldats. Cela s'est passé vendredi 1er novembre. Un poste militaire a été visé à Indeliman dans la région de Menaka, c'est dans le nord-est du pays, provoquant la mort de moins 53 soldats et d'un civil. Il s'agit d'une des plus grosses pertes depuis plusieurs années. L'organisation de l'État islamique a revendiqué l'attaque. Le gouvernement malien a de son côté condamné cet assaut, le qualifiant d'attaque terroriste. Le ministre malien de la Communication, Yaya Sangaré, a mentionné samedi sur Twitter la présence de 10 rescapés et des dégâts matériels importants. Des soldats étaient également portés disparus vendredi. C'est ce qu'a indiqué à des journalistes une source militaire. Le bilan pourrait donc s'alourdir. Nous allons voir plus clair dans la situation avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On a véritablement l'impression que la situation sécuritaire échappe à l'armée malienne. En tout cas, on ne peut pas porter un autre jugement aujourd'hui, puisque non seulement l'armée a du mal à protéger les populations, il y a beaucoup de populations déplacées parce que considérant que dans leur zone d'origine, il n'y a plus de sécurité. Maintenant, si c'est les camps militaires qui sont attaqués, et ce n'est pas la première fois qu'on le voit, et qu'à chaque fois qu'on puisse faire autant de morts en attaquant un camp militaire, il y a effectivement de quoi se poser la question, est-ce que l'armée malienne est dépassée par la situation qui se passe aujourd'hui sur le sol malien? J'espère que la réponse ne sera pas oui, parce que si la réponse est oui, on va vers la catastrophe. Et qu'est-ce qui explique cette fébrilité de l'armée malienne? Il y a quelques jours seulement, disons-le, elle a subi une attaque où on a parlé de plus de 40 morts. Tout à elle fait. a eu une autre attaque avec plus de 50 morts. Oui, il y a quelques jours, il y en a eu deux même. Et puis qui se suivaient pratiquement le 30 septembre, le 1er octobre. Il y a eu deux attaques. Au total, ça a fait pratiquement 40 morts. Et on a vu les parents des soldats même se révolter en demandant même le départ des forces étrangères, en particulier des forces françaises. Mais dans leurs revendications, ils demandaient également qu'on mette à la disposition des soldats maliens ce qu'il faut comme matériel pour qu'ils puissent d'abord se défendre eux-mêmes et défendre ensuite les populations maliennes. Je crois que dans ce qu'il y a lieu de voir, il y a cet aspect-là. On est dans la zone de Menaka, tout le monde sait que c'est une zone d'insécurité. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des attaques dans cette zone contre l'armée malienne. Donc on ne peut pas dire que l'attaque d'un camp militaire sur place est une surprise. Le problème, c'est qu'est-ce qui avait été fait pour parer à de telles attaques. Je crois que c'est ça la question qu'il faut poser aujourd'hui. L'autre raison, l'État malien n'est pas un État puissant d'un point de vue économique. Ceux qui ont suivi le président malien lors de son discours à Sochi, il disait quelque chose de très clair. Ils mettent aujourd'hui 22% du budget malien des recettes sur la question sécuritaire. Alors que tout le monde sait que cette question sécuritaire est un problème, mais ce n'est pas le seul problème auquel les Maliens sont confrontés. Et ça crée maintenant je ne sais pas comment il faut l'appeler, ce cercle vicieux où qu'est-ce qu'on fait? Vous vous occupez de sécurité, une bonne partie du budget, vous le mettez là-bas. En le faisant, vous avez des secteurs sur le plan social, le plus souvent, que vous négligez. En négligeant ces secteurs sur le plan social, vous en faites un terreau également pour que les terroristes viennent recruter à ce niveau. Vous voyez un peu la situation dans laquelle se retrouve l'État malien aujourd'hui parce que les moyens financiers ne suivent pas. Et si les moyens financiers ne suivent pas, il est clair que les moyens militaires également ne pourront pas suivre. Alors, on a de tout temps présenté quand même la lutte contre le terroriste, en tout cas le terrorisme, en tout cas dans sa nouvelle facette, comme une guerre asymétrique. Mais là, dans le cas malien, on sort de plus en plus de cette guerre asymétrique. Il y a un ennemi qui a un visage, qui attaque régulièrement. Oui, tout à fait. Il a un visage et il attaque, non seulement il attaque, mais il va directement au combat. Parce que quand on attaque un camp militaire, c'est clair que même si les militaires n'ont pas de gros moyens, leur premier réflexe sera de répondre. Donc ces gens se sont préparés à venir affronter l'armée malienne. Et c'est là où il y a un problème. Est-ce qu'eux, ils sont mieux informés que l'armée malienne? C'est-à-dire qu'ils sont conscients que d'un point de vue armement, ce dont ils disposent
leur permet d'avoir une puissance de feu supérieure à la puissance de feu qu'il y a dans ce camp, ce qui leur donne du courage de venir attaquer un tel camp et, entre guillemets, de se retrouver vainqueurs. Parce que s'il s'agissait d'une bataille, on va dire qu'ils ont gagné cette bataille-là contre l'armée malienne. C'est d'autant plus malheureux que ce n'est pas la première fois que l'armée malienne subit des pertes importantes comme ça devant des gens qui, en principe, sont des gens qui ont pris les armes. Ce ne sont pas des militaires de carrière, ce ne sont pas des gens qui ont été entraînés comme il se doit, ce ne sont pas des gens qui connaissent les stratégies de la guerre. Mais la lecture pose problème. Pourquoi ceux qui ont été entraînés, pourquoi ceux qui ont le matériel de guerre, pourquoi ceux qui ont des stratégies pour faire la guerre sont ceux-là qui subissent aujourd'hui les pertes et non pas ceux qui sont des militaires de circonstance. Alors, on dit généralement que ces gens, ils viennent, ils attaquent. On dit que l'armée n'a pas les moyens de riposte conséquents, mais ils prennent dans leurs attaques des armements à l'armée qui leur servent à perpétrer d'autres attaques. Oui, mais c'est un des objectifs de ces attaques, puisque avec la lutte internationale contre le terrorisme aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait pour tarir les sources en termes de financement. Ça rend la tâche compliquée aujourd'hui à beaucoup de structures humanitaires telles que les ONG et autres, puisqu'on ne parle plus de blanchiment d'argent seulement, on parle également de financement du terrorisme. On essaye de voir d'où vient l'argent, où va l'argent pour éviter que cet argent ne tombe entre les mains des terroristes. Donc, ils ont de plus en plus des difficultés pour pouvoir avoir de l'argent. De la même manière, quand ces situations se présentent, il y a souvent un embargo sur les armes, on essaie de contrôler les entrées et les sorties. Cela leur crée une difficulté également pour pouvoir s'approvisionner en armement. Mais puisqu'ils comptent continuer leur action funèbre, mais il est clair qu'il leur faut de l'argent, il leur faut également des armes. Et ils ont trouvé la solution. Pour l'argent, ça a pendant longtemps été la prise des otages, qui, malgré tout ce que les États disent, on ne négocie pas avec les terroristes, on ne paye pas de rançon. Plein d'États ont payé des rançons, ce qui leur a servi à renflouer leur caisse. Quand ce n'est pas cela, c'est l'attaque des cars de transport où on dépouille les gens de tous leurs biens. Quand c'est le matériel militaire, comme ils l'ont fait et comme ils l'ont déjà fait, ils viennent attaquer carrément les camps militaires. Et un des objectifs, c'est de pouvoir, au niveau du camp militaire, se ravitailler en armement. Après cette attaque, plusieurs ont souligné, entre autres éléments qui manquaient à l'armée, le manque de soutien aérien. Tout à fait, c'est un problème des armées de façon générale africaine, parce qu'il ne faut pas aussi que les gens sous-estiment les choses. Un avion de guerre, son coût, sa maintenance, il n'y a pas beaucoup de nos pays qui sont capables de pouvoir en acquérir autant que l'armée en a besoin. Mais ce qui est curieux, c'est que le problème pouvait ne pas se poser. Puisque si l'armée malienne n'a pas ce matériel, il y a Barkhane qui est sur place avec la France. Il y a la MINUSMA qui est sur place avec les Nations Unies. Il y a le G5 Sahel qui s'installe et qui ne finit malheureusement pas de s'installer. Et au niveau de toutes ces forces, il y a du matériel militaire, y compris le soutien aérien dont l'armée malienne a besoin. Ce qui est curieux, c'est que pourquoi jusqu'à présent, toutes ces forces, on ne les a pas mises sous un commandement unique. Les analystes se posent la question, pourquoi? Est-ce que le manque d'efficacité n'est pas lié au fait que chacun est dans son coin? Pourquoi ne pas les mettre sur un commandement unique si toutes ces forces ont le même objectif? Lutter contre les terroristes, à ce que je tâche, les terroristes au Mali, c'est les mêmes. Donc tous qui viennent doivent pouvoir s'allier, se partager peut-être le Mali en matière de sécurisation, créer une stratégie pour pouvoir les combattre. Mais même quand ils se replient, où sont les drones dont on nous parle? Où sont les avions AWACS? Où est le renseignement électronique? On nous dit qu'il y a du matériel, mais les gens attaquent, personne n'est au courant. Les gens se replient, personne n'est au courant. Et ils partent se cacher, personne ne sait où. Ça pose problème. Alors, quand on nous dit que l'État malien, quand le président Ibeka dit que l'État met 22% de son budget aujourd'hui dans la défense, c'est vrai que le soutien aérien coûte énormément, mais aujourd'hui, beaucoup se replient sur les drones qui sont beaucoup moins chers et qui peuvent permettre d'avoir une surveillance aérienne d'une certaine portée. Mais il y en a déjà là-bas avec la MINUSMA, il y en a déjà avec Barkhane. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, tous ces instruments sont là. Mais est-ce que, parce qu'il s'agit de l'armée malienne, les drones de la MINUSMA ne pourront pas être utilisés? Ou bien parce qu'il s'agit de l'armée malienne, les drones de Barkhane ne pourront pas être utilisés, les drones
du G5 Sahel ne pourront pas être utilisés. Mais c'est là où il faut tout simplement se partager le pays. Je ne suis pas un militaire, mais ils peuvent mailler le territoire malien. En le faisant, à défaut de pouvoir sécuriser partout, ils vont pouvoir sécuriser une superficie beaucoup plus grande que ce qui est sécurisé aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'en termes de sécurité, il n'y a pas beaucoup d'espace au Mali aujourd'hui où il y a la sécurité, puisque les gens tapent pratiquement là où ils veulent. Il ne faut pas qu'on oublie que le G5 Sahel a été obligé de déménager son quartier général, qu'ils avaient mis dans un endroit bien stratégique, à la lisière du nord où se trouve ce phénomène du terrorisme. Mais c'est le quartier général du G5 qui avait été attaqué à l'époque par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et dans les mêmes conditions, en faisant pas beaucoup de morts, mais l'attaque était symbolique, parce que quand on vient attaquer le quartier général du G5 Sahel, mais ça veut dire en quelque sorte, nous n'avons pas peur de vous. Et malheureusement, le G5 Sahel a préféré plier bagage pour son quartier général et aller l'installer à Bamako. Les populations de Bamako même avaient marché contre l'installation de ce quartier général au niveau de Bamako. Mais on se pose des questions, finalement, la peur se trouve de quel côté? En principe, il faudrait bien que la peur se trouve du côté des terroristes, parce qu'il faut déjà gagner cette guerre d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mental, avant de vouloir le gagner également à travers les armes. Alors, je l'ai dit, c'est l'organisation de l'État islamique qui a revendiqué l'attaque du 1er novembre. Revendiqué, mais quels sont les arguments? Il n'y a pas d'argument, mais tout le monde sait que l'État islamique est sur place. Et l'État islamique fait de l'État malien un ennemi, c'est connu. L'État islamique fait maintenant de tous les pays qui soutiennent l'État malien dans sa lutte contre le terrorisme des ennemis. Parce que quand ils font les déclarations, c'est les éléments qu'ils montrent les uns après les autres. Autre élément qui est là, on se pose la question, bien que les gens n'ont jamais cru, malgré le fait qu'on parle d'État islamique, Al-Qaïda au Sahel et autres, qu'il y a véritablement une organisation, on se demande parfois, est-ce que les gens, pour avoir une certaine envergure internationale, ne se revendiquent pas d'un mouvement connu à l'échelle internationale? Parce que comme on l'a vu quand al-Baghdadi a été tué, il n'y avait ni téléphone ni quoi que ce soit. Est-ce que ce monsieur est en mesure, à partir de là où il se cachait, de donner des ordres aux Maliens? On se pose toujours la question, on n'a pas, c'est une nébuleuse comme on dit, on n'a pas des éléments précis là-dessus pour pouvoir l'affirmer. Mais si on considère que le lien est là, est-ce que c'est une façon de venger la mort d'al-Baghdadi? Puisqu'il y a une tête qui est partie, ça devient leader avec ces têtes qui ne finit pas. Chacun de son côté va essayer de faire autant qu'il peut en termes de mal, sous le prétexte que leur chef a été assassiné et il faut venger leur chef. Mais en ce moment, leur chef n'avait pas de problème particulier que je sache avec le Mali. Il y a un soldat français qui a été tué par la suite. À la limite, le soldat français, puisque tout le monde connaît l'attitude de la France par rapport à l'État islamique de façon générale, que ce soit là-bas, que ce soit en Irak, en Syrie, etc. Mais le Mali, en face d'al-Baghdadi, je ne vois pas véritablement de relation pour que, après la mort d'al-Baghdadi, que ce soit au Mali qu'il faille faire des morts, et surtout parmi les soldats maliens. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer quelques minutes de pause pour recevoir après l'invité de ce soir.